Lors de la première table ronde que vous allez découvrir, 3 intervenantes. Claire Guiton, psychologue au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Camille Lemaire, chef de service de la Maison des Aidants à Nancy, et Corinne Raviard pour la communauté 360, un centre de ressources au polyhandicap dans le Grand Est pour des aidants et un numéro vert pour les aidants et pour toutes les questions. Applaudissez-les, ce sont les premières. Et on va, avec elles, pendant 30 minutes, voir un peu qui se cache derrière ces gens qu'on appelle les salariés aidants. Mais d'abord, ce petit film réalisé par la société de production AfriProd, au plus près du terrain, avec des aidants en Lorraine. C'est ton système de sécurité ? Un jour comme les autres pour un salarié aidant. Nathalie, 59 ans, habite la maison en face de son père. Tu sais que ce matin, on s'est levé, ta porte de garage était encore ouverte. T'as encore dû appuyer sur la télécommande qui doit être je sais pas où, en voulant éteindre ta télé, t'as encore dû appuyer dessus. Mon père a été déclaré Alzheimer il y a 2 ans maintenant. Il perd beaucoup de choses en fait dans sa maison. Il est souvent en train de retourner tout, ses tiroirs, ses meubles, et en fait, il ne retrouve rien. Il y a un petit côté paranoïaque parce que lui pense que d'autres personnes viennent dans la maison lui retourner ses affaires. Or, c'est lui, mais il ne s'en souvient pas. Je me dirige donc vers le lieu de mon travail sur le campus de la Faculté des Sciences à Vendeuvre. Hello, ça va ? Bah écoute, bien. Très bien. Nathalie est employée toute la semaine dans un laboratoire universitaire. Après sa journée de travail, débute pour elle un autre emploi à plein temps. Alors maintenant, c'est le retour à la maison après la journée de travail, mais on fait un petit détour par le supermarché local pour ramener quelques courses pour mon père, parce que j'ai vu qu'il lui manquait quelques petites choses. La journée n'est pas encore terminée, non. Beaucoup de stress parce que je me demande tout le temps qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il va venir, pourquoi, pour quelle raison. Et beaucoup de fatigue surtout parce que j'accomplis toutes les tâches ménagères que je dois accomplir aussi pour mon domicile, donc je le fais également chez lui. Aujourd'hui, 5 millions sur les 27 millions de Français ayant un emploi ont la charge d'un parent en situation de dépendance comme Nathalie. Leur quotidien, alimentation, ménage, rendez-vous médicaux, prendre soin de leurs proches. Alors c'est important que les employeurs soient informés de la situation pour pouvoir dégager du temps si nécessaire pour l'aidant en cas d'urgence. Un soulagement déjà au niveau psychologique pour la personne qui aide, d'avoir cette latitude de pouvoir intervenir sans problème. 23% des employés des entreprises françaises sont des salariés aidants. Seuls 31% d'entre eux en ont parlé à leur employeur. Je fais partie des gens aidants aussi, j'ai moi aussi un vieux papa, donc beaucoup de compréhension. Alors je ne l'avais pas vu en termes d'organisation de service, mais en termes de charge mentale, parce qu'on peut être aussi, même si on est là, avoir une partie du cerveau ou de l'attention qui est prise par les soucis qu'on va retrouver le soir ou par même qu'est-ce qui va lui arriver aujourd'hui. La charge mentale est dévastatrice et le surmenage une réalité. 78% des salariés aidants avouent un impact négatif sur leur travail. On va ranger les courses un peu. J'ai racheté des éponges parce que je ne savais plus où on en était. Moi, j'ai racheté du lait. On s'ennuie pas parce que les choses, elles changent de place d'une semaine sur l'autre. Puis j'ai bien fait de descendre parce que les éclairs au chocolat d'hier, c'est au frais, hein. C'est pas dans la cave. C'est pas au frais, d'accord ? Depuis quelques mois, Nathalie a demandé de l'aide à la Maison des Aidants pour trouver des solutions. J'ai eu connaissance de la création de la Maison des Aidants. Nous avons mis en place une livraison de repas pour la semaine, donc les midis de semaine. Et nous avons également mis en place des heures de ménage dans la semaine qui me soulagent beaucoup. Pour moi, c'est compliqué parce que
il s'est occupé de moi, de mon frère, donc pendant notre enfance, et maintenant c'est l'inverse, c'est nous qui devons nous occuper de lui. Le voir comme ça se dégrader, c'est très difficile. Allez, bonne soirée, à demain. Avec le vieillissement de la population, un actif sur 4 sera proche aidant d'ici 2030. Et un actif sur 4 dans 7 ans, donc effectivement, il va falloir accompagner cette évolution de la société. Camille Lemaire, on parlait de votre maison des aidants, à vous. Bonjour. Merci d'être là. Effectivement, vous êtes la chef de service de cette maison des aidants. Depuis l'année dernière, vous êtes sur Nancy. Maison des aidants qui peut apporter quoi alors ? Alors, tout d'abord, je crois que Nathalie est dans la salle. Je voulais vraiment la remercier de son témoignage. Voilà. Alors effectivement, nous, la Maison des aidants, on a tout juste 1 an aujourd'hui même. Voilà. On accompagne donc tout aidant, quelle que soit sa situation. Donc effectivement, dans les aidants qu'on rencontre, nous avons des aidants salariés. Et surtout, ce sont des aidants qui accompagnent un proche, quelle que soit sa dépendance. Donc elle peut être liée au grand âge, comme on le voit dans le reportage, mais également à la maladie, au handicap physique ou psychique. Et parfois, à la marge, nous avons quelques aidants dont le proche souffre d'addiction. Voilà. Ensuite, avec nous, Claire Guiton, je le disais, vous êtes psychologue au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. La structure qui gère l'APA, vous avez plutôt affaire à des aidants qui sont face à la perte d'autonomie de leurs parents. Hein. Exactement. Le conseil départemental est donc l'organisme qui gère toutes les prestations qui vont permettre le maintien à domicile des personnes âgées. On travaille aussi avec la MDPH qui gère les prestations pour les personnes en situation de handicap. Et effectivement, en tant que psychologue de cette structure, je rencontre principalement des aidants de personnes âgées ou en situation de handicap. Vous organisez des réunions sur tout le territoire, tous les mois, pour sortir justement ces aidants de l'isolement. C'est 1 fois par mois, on vient se rencontrer, discuter. Ça, c'est des groupes de parole, un réseau de groupes de parole qui se réunit sur l'ensemble des territoires de la Meurthe-et-Moselle. On appelle les groupes orchidées, qui sont des lieux de ressources et d'échanges pour les proches aidants. Et vous les animez. Corinne Raviard, pour le Centre de ressources polyhandicap du Grand Est, là, vous avez affaire à des aidants qui sont sollicités 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il y a ce numéro vert pour les aidants, pour les nouveaux aidants ou pour ceux qui sont déjà dans l'aide et qui ont besoin de soutien. Alors, bonjour. Deux réponses. Au niveau du Centre ressources polyhandicap Grand Est, effectivement, on est souvent contacté et en soutien d'aidants de personnes en situation de polyhandicap, donc une dépendance très importante avec des besoins très conséquents. Et puis au niveau du numéro vert, il s'agit effectivement de tout type d'aidants, enfin tout type de personnes en situation de handicap, et qu'ils vont devenir aidants ou qu'ils le soient déjà. C'est vraiment un numéro vert d'appel national et on est contactable par tout le monde. Numéro qui va s'afficher dans l'après-midi. Vous recevrez toutes les informations, tout ce qui sera évoqué cet après-midi, vous le recevrez. D'ailleurs, sachez aussi que les débats sont enregistrés, donc vous pourrez aussi les retrouver en replay, comme on dit maintenant. Alors, comment reconnaître les aidants ? Est-ce qu'on commence par définir un petit peu ce qu'est un aidant, Claire ? Vous commencez ? Alors oui, je vais commencer. On s'était un petit peu réparti les choses différemment, mais on va improviser. Alors la définition très formelle, c'est effectivement que l'aidant apporte son aide à un proche en situation de perte d'autonomie, que ce soit en raison de son âge, d'un handicap, d'une maladie, pour réaliser les actes de la vie quotidienne, et ce, de façon régulière et fréquente. Il y a une notion de durée dans le rôle de l'aidant. Camille, vous aimeriez ajouter quelque chose ? Alors voilà, c'est la définition juridique. Je crois qu'elle recouvre bien les aidants qu'on rencontre effectivement au quotidien, qui n'ont pas toujours conscience de cette régularité. On en parlera plus tard, mais voilà. C'est-à-dire que pour eux, c'est normal. Hein, tout à fait. Ils ont du mal à se définir comme aidants. Absolument. Corinne Raviard, comment vous définissez un aidant ? Comme on vient de l'expliquer,
Je pense que c'est important d'insister et de faire comprendre le quotidien. C'est-à-dire que je reprends un petit peu ce que je disais sur la question du polyhandicap. On est avec des personnes qui sont très lourdement handicapées, qui ont des besoins H24, avec des besoins d'aide à la toilette, à l'habillage, au repas, à l'aide à l'alimentation, etc. Et donc des aidants qui sont sollicités 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, les personnes peuvent être accueillies, et ça aussi c'est une réalité, peuvent être accueillies à temps plein sur des structures spécialisées, mais également à temps partiel, voire peuvent ne pas être accueillis et donc sont en permanence à la maison. Donc voilà, donc ces aidants-là, ils sont à la fois kinés, auxiliaires de vie, infirmiers, aides-soignants, enfin voilà, c'est un rôle important. Vous vouliez rajouter quelque chose, Claire, sur la définition de l'aidant ? Ajouter qu'on est aussi dans un contexte de vieillissement de la population, où il y a de plus en plus d'aidants, le vieillissement de la population, le souhait aussi de rester à domicile le plus longtemps possible, si possible jusqu'à la fin, fait que on sera tous probablement aidants un jour ou l'autre dans notre vie, et on rencontre aussi de plus en plus de personnes qui aident leurs parents, mais aussi parfois leurs conjoints, hein, parce que ceux-ci développent des handicaps et beaucoup sont encore en activité. Alors on l'a défini, mais comment on le reconnaît ? Il est cerné, il a les yeux sombres. C'est comme ça qu'on pourrait le définir. Est-ce que forcément un aidant a l'air fatigué ou une aidante a l'air fatiguée, Claire ? Alors pas forcément, heureusement. Alors ce qu'il est important de signaler, de souligner, c'est que bien souvent les aidants eux-mêmes ne se reconnaissent pas en tant qu'aidants. Il faut souvent un petit peu creuser les choses quand on échange avec une personne qui est en situation d'aidance. Le terme d'aidant, c'est un terme qui est de plus en plus démocratisé, hein. La preuve, aujourd'hui, on parle des aidants, c'est la journée des aidants. Mais pour beaucoup, le terme d'aidant est encore quelque chose de très formel, voire même qui peut être confondu avec un terme de professionnel. Donc, même si les gens sont aidants, ils vont d'abord, avant tout, se considérer comme le parent, l'enfant, le conjoint, l'ami. Et c'est d'abord tout un processus de reconnaissance de son rôle à soi-même. Et c'est bien normal, en fait, ce qu'il fait, c'est ça, il n'y a pas à le qualifier particulièrement. C'est embêtant, ça, que la personne ne se reconnaisse pas comme aidant ou aidante ? Je ne sais pas si vous voulez répondre. Oui. Alors, quelque part, oui, puisque je pense que c'est aussi comme ça que la situation d'épuisement, en fait, arrive, parce que, globalement, l'aidant, enfin, en tout cas, dans ceux qu'on rencontre, n'en font jamais assez, ou pas suffisamment bien, ou pas comme il faudrait faire. Et ils culpabilisent aussi beaucoup d'avoir à mettre en place peut-être, d'envisager des solutions qui le soulagent et qui vont forcément changer le quotidien du proche. Et puis voilà, c'est vrai que souvent, nous, quand on les rencontre, ils sont à minima démunis ou perdus et à maxima, je dirais, épuisés. Et ils ne savent pas en fait comment faire les démarches, par quoi commencer, voilà. Vous êtes dans la rue, vous êtes invité à un repas chez des gens ou vous allez dans une entreprise, vous reconnaissez immédiatement quelqu'un qui est en situation d'aidance. Il y a des signes, je ne sais pas, Corinne Raviard peut-être, ou après Claire vous réagirez, est-ce qu'il y a des signes extérieurs qui vous alertent ? Non, il n'y a pas de signe extérieur, c'est pas effectivement à part les cernes sous les yeux et mais bon, voilà. Et c'est justement ce qui est compliqué parce qu'on voit bien la plupart du temps, et ça fait aussi l'objet de ce qu'on va échanger cet après-midi, les personnes n'en parlent pas, le taisent. On le voit bien, le nombre si peu de 26% qui le disent à leur employeur. Bien souvent même ceux, en tout cas nous les appels qu'on a sur le numéro de la communauté 360, c'est bien souvent un proche de l'aidant qui nous appelle pour nous dire voilà, ma sœur est épuisée, mon frère, il faudrait leur venir en aide. Voilà, ils ont du mal effectivement à appeler.
Donc non, il n'y a pas une étiquette sur le front qui dit « je suis aidant et je suis fatigué et j'ai besoin d'aide ». Mais c'est important qu'on leur fasse prendre conscience ou que les aidants prennent conscience de leur situation, Claire Guiton. Oui, c'est ce qui va permettre aussi de pouvoir les aider eux directement. C'est vrai que bien souvent, les personnes vont d'abord, avant tout, parler de leurs proches, des difficultés que la personne qu'ils aident ont, et ils ne vont pas forcément se sentir légitimes à parler de leur propre souffrance à eux. Ils vont la minimiser parce que finalement, ils passent au second plan. Ils veulent mettre en avant d'abord la personne qui les accompagne. Et donc, c'est important qu'on puisse faire ce pas de côté pour s'intéresser aux difficultés des aidants, qui sont des difficultés qui sont tout aussi légitimes et qu'il est important de prendre en compte pour pouvoir aussi, par ricochet, mieux accompagner les personnes aidées elles-mêmes. Camille Lemaire, quand vous recevez des aidants à cette maison des aidants, qu'est-ce qu'ils vous racontent de leur vie? À quoi elle ressemble finalement leur vie? Alors, souvent déjà, ils nous disent je ne sais pas si je fais bien d'être là parce que finalement ma situation elle est pas si terrible à côté d'autres personnes que je connais. Bon, voilà. Et puis effectivement, ce qu'ils nous racontent rapidement, c'est une difficulté par rapport à la prise en charge de leurs proches, en fait, par rapport à leur épuisement, au fait qu'ils ne trouvent pas de solution ou simplement qu'ils ne trouvent pas la bonne information. Ils viennent beaucoup pour être écoutés dans un premier temps. Et souvent aussi, ce qu'ils nous disent, c'est que je ne pensais pas qu'après vous avoir rencontré, je puisse envisager des solutions. Je pensais simplement venir discuter, échanger, être écouté. Et en fait, effectivement, on peut trouver des solutions. Ils ne pensent pas que des solutions existent. Exactement. En fait, oui, c'est ça. C'est ça. Donc leur vie, elle ressemble à quoi? Alors, leur vie, c'est, je vais prendre un parallèle sportif, mais souvent c'est un marathon. C'est un marathon, il court après le temps. Il gère aussi beaucoup les imprévus. Alors avec, pour exemple, une sortie d'hospitalisation qui est annoncée, du proche qui est annoncé le matin pour l'après-midi, et bon, là, il faut gérer. Voilà, c'est ça, c'est courir après le temps, et c'est avoir en fait plusieurs vies dans une seule. Corinne Raviara, à quoi elle ressemble, vous, la vie de ceux que vous voyez? Alors déjà, je voudrais insister sur le fait que, mais ça a été dit tout à l'heure, on ne devient pas aidant, c'est pas un choix, ça n'est pas un rôle que l'on endosse parce qu'on veut le jouer, même si finalement on décide de le tenir. Et donc effectivement, c'est se lancer dans une charge à porter dont on ignore tout. Parce que c'est pas prévisible, parce qu'il n'y a pas de plan, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Et effectivement, la gestion des imprévus, c'est quelque chose de très important. Dire aussi que effectivement pour un aidant salarié, prendre des congés c'est compliqué parce que ces congés ils ressembleront pas aux nôtres. C'est ne pas pouvoir partir en vacances, c'est effectivement, et ça a été évoqué tout à l'heure, c'est ce besoin de répit et d'accepter de souffler et de prendre du répit parce que c'est un marathon, parce que c'est non-stop, parce que c'est en permanence. Donc voilà, rarement des congés. Et puis ça, effectivement, ça impacte la vie de famille, la vie de couple, la vie sociale, les relations sociales. Donc voilà, ça ressemble à ça, généralement, la vie d'aidant. Avec un risque d'isolement, c'est ça? Oui, complètement. On voit bien, effectivement, un repli sur soi-même. Et puis parce qu'on le sait, la maladie, le handicap, ça éloigne les gens aussi. Donc voilà, alors on ne va pas faire d'une généralité, mais bien souvent, effectivement, un isolement important. Difficile aussi d'être aidé et de trouver des relais auprès de ses amis ou des autres membres de la famille aussi. Ça, vous le voyez aussi au quotidien? Oui, alors, notamment en plus, en fonction des difficultés de la personne aidée, en fonction du handicap ou des troubles liés à l'âge, c'est pas évident de s'occuper d'une personne quand on n'a pas l'habitude de le faire de cette manière-là, et de savoir si effectivement, et de passer le relais à des personnes qui vont accepter eux, d'endosser ce rôle qu'ils ne jouent pas habituellement. À quoi ressemble leur vie? Qu'est-ce que vous aimeriez apporter, vous, Claire Guiton, à cette réponse? Alors, les aidants, c'est des couteaux suisses, ils font absolument tout.
en fonction des besoins de leurs proches, hein, l'administratif, les courses. Ça peut être très progressif aussi, l'entrée dans le rôle d'aidant. On commence petit à petit, notamment quand on commence à s'occuper de ses parents âgés, à faire peut-être le jardin, puis les courses, et puis après on va s'occuper des papiers. Et petit à petit, les tâches vont se rajouter les unes aux autres jusqu'à parfois prendre toute la place. C'est des personnes parfois qui n'ont plus de temps à eux entre le travail et puis l'aide apportée. Il n'y a plus d'espace pour leur propre vie. C'est aussi au travail des difficultés qui peuvent se manifester par l'absentéisme, le besoin de prendre des congés à la dernière minute, de la fatigue, hein, quand on est la personne qu'on appelle quand le bracelet téléalarme sonne au milieu de la nuit. Et ben, forcément, le lendemain au travail, on va être fatigué. C'est des personnes parfois qui effectivement vont avoir peur d'en parler à leur employeur. On est aussi dans un monde où on doit être performant, où on doit se montrer sous son meilleur jour. Et puis il y a aussi une question de pudeur, d'intimité, parler de sa famille, de ses proches, des gens qu'on aime, et en exprimer les difficultés ou s'en plaindre, c'est pour beaucoup inenvisageable. On imagine beaucoup les aidants, ils ont 50 ans, ils ont des parents âgés, mais là on voit bien les chiffres, notamment que vous pouvez tous voir. Là, 36 ans, c'est l'âge moyen d'aide dans l'aidance. Oui, ça vous le voyez au quotidien, vous croisez des gens très jeunes aussi dans votre maison. Non, j'allais rajouter, on parle, enfin, effectivement, il y a aussi, on commence à en parler beaucoup, c'est la question des jeunes aidants, des enfants qui parfois sont aidants, et pour le coup, où là, c'est pas le travail, c'est aller à l'école en journée et s'occuper en même temps le soir quand on rentre d'un proche. Donc voilà, effectivement, il y a des très jeunes aidants. Un âge moyen à 36 ans, et puis une majorité de femmes, oui. Oui, clairement. Clairement. D'ailleurs, plus la dépendance est importante, plus justement on retrouve des femmes dans ces statistiques-là. Alors effectivement, sur l'âge moyen, 36 ans, nous, à la Maison des aidants, quelque part, on en voit assez peu si jeunes. On va dire que ça débute à partir de 50 ans, je dirais. Néanmoins, ces plus jeunes que nous voyons, c'est vraiment des situations où, j'en ai en tête plusieurs, où il y a l'arrêt de l'activité professionnelle pour s'occuper de son proche. Sacrifice total, obligatoire en quelque sorte. En tout cas, que la personne a considéré obligatoire, c'était la solution pour pouvoir s'occuper de son proche. Claire Guiton, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, peut-être d'abord cet âge jeune et puis cette majorité de femmes quand même qui prend ce rôle dans la société et dans la famille? C'est flagrant, hein, dans les groupes, il n'y a quasiment que des femmes qui viennent. Voilà, on est encore dans un découpage très genré des tâches. Les femmes, c'est encore souvent celles qui portent le soin à l'autre, qui organisent. Après, il y a aussi des hommes, évidemment, et puis qui font aussi d'autres choses. Mais les hommes et les femmes ne font pas forcément les mêmes choses dans l'aide. C'est-à-dire ? Alors, les hommes, ils vont parfois plutôt s'occuper du côté administratif, les papiers, voilà. Et les femmes, le quotidien. Corinne Raviard aussi, pour vous, les femmes sont en première ligne ? Oui, généralement, effectivement, c'est bien souvent effectivement les femmes qui s'adressent à nous. Après, voilà, je ne veux pas non plus, là aussi, on voit des hommes, on voit, dans le handicap, on a des papas qui, eux aussi, peuvent cesser leur activité pour s'occuper de leur enfant, et où effectivement la femme, la maman continue son activité professionnelle, mais majoritairement, on est effectivement sur des aidantes. Alors, comment vont-ils ou comment vont-elles psychologiquement alors ? Qui c'est qui veut prendre le relais ? Vous, Claire Guiton, peut-être ? Alors, ça va dépendre vraiment de chacun, de chacune. Ça va dépendre de la manière dont ils sont entourés, des ressources dont ils vont disposer, que ce soit dans leur entourage personnel, des aides qu'ils ont pu mettre en place,
de la relation qu'ils ont avec la personne qu'ils accompagnent. C'est parfois beaucoup plus difficile d'aider un proche qui ne veut lui-même pas d'aide, ou qui est dans le refus, dans l'agressivité. Ça va dépendre également du soutien qu'ils peuvent avoir dans le cadre professionnel, puisqu'on parle aujourd'hui des aidants salariés. Beaucoup d'aidants soulignent le bénéfice d'avoir un employeur qui est informé et qui est conciliant. Ça, c'est vraiment quelque chose de très positif, de très important. Pouvoir s'arranger, pouvoir s'organiser, avoir une certaine liberté dans son emploi du temps, ça, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique. Psychologiquement, ils sont plutôt optimistes et contents et joyeux, ou tous forcément un peu déprimés et très fatigués? Alors, quelle est la majorité? Est-ce qu'on peut? C'est une question à laquelle il est vraiment difficile de répondre. Alors certains sont vraiment épuisés, ça c'est sûr, il y a de la fatigue, il y a du stress, il y a une charge mentale très importante. Mais encore une fois, ce n'est pas une fatalité. Si on arrive à aménager les choses pour pouvoir avoir du temps pour soi, avoir des moments de répit, ça va permettre aux proches aidants de vivre les choses le plus sereinement possible et de trouver un certain équilibre entre leurs besoins à eux et puis l'aide qu'ils souhaitent apporter à leurs proches. Corinne Raviard, c'est facile de dire à un aidant « prenez soin de vous » quand même? C'est facile à dire, c'est pas facile à leur faire faire. Je pense que pour comprendre à cette question, comment vont-ils psychologiquement, il faut rentrer un petit peu, je vais donner un exemple de situation parce que ça me fait penser à ça, il faut comprendre la charge mentale que ça implique. J'ai cette personne qui m'avait contacté, une femme, donc voilà, c'est l'histoire d'un couple en pleine, une quarantaine d'années, un travail, elle est infirmière en cardiologie, lui il est prof, il travaille dans l'éducation nationale, et puis ils ont 3 enfants, une maison, un crédit maison, un crédit voiture, voilà. Et puis un jour le diagnostic tombe. Monsieur est touché par une maladie grave, dégénérative, qui fait que très rapidement son état se dégrade, il ne peut plus travailler, il a des comportements qui sont très compliqués à gérer à domicile et il a besoin d'aide en permanence. Cette femme, pour autant, va continuer son activité professionnelle tout en continuant à gérer la vie quotidienne des 3 enfants et en s'occupant de son mari. Alors, au quotidien, vient s'ajouter effectivement la crainte, est-ce qu'on va pouvoir garder la maison, est-ce qu'on va pouvoir continuer à la payer, il y a aussi cette charge-là financière, les besoins des enfants, les enfants qui grandissent, et cette personne a mis très longtemps avant de solliciter, avant d'appeler, avant de dire au secours. Généralement, bien souvent, quand ils font appel, c'est qu'ils sont au bout du bout. Et que là, c'est tirer la sonnette d'alarme pour dire là j'ai besoin d'aide, je n'y arrive plus. Et puis dans ce genre de situation, donc on parlait effectivement de l'âge, 36 ans, on est aussi dans la vie active et on a toutes les charges de cette vie active. Donc dans cette situation, les enfants ont été aussi aidants parce que forcément mis à contribution pour aider à la maison au quotidien. Donc c'est ça aussi l'état psychologique des aidants. Oui, c'est arriver au bout de l'épuisement, quoi. On peut partir avec un bon caractère, être battante et assez rapidement se trouver rattrapée par la situation. Comment vont-elles? Comment vont-ils? Je rajouterais effectivement qu'avec tout ce qui a déjà été dit, qu'en plus l'aidant généralement néglige sa santé. C'est-à-dire qu'on a des situations où il n'y a pas eu de consultation chez le médecin ou chez le spécialiste depuis un moment, il y a un épuisement et un mal-être qui n'est pas non plus pris en charge. Moi, je pense aussi à une situation, et elle est vraiment très évocatrice, je trouve. Un couple de jeunes parents. Madame vient de prendre un poste à responsabilité, elle est en déplacement toute la semaine et ils sont parents d'un enfant qui souffre de troubles du spectre autistique.
qui jusqu'à maintenant était scolarisé à 100% en milieu ordinaire avec des aides à l'école. Et puis, la situation faisant, et puis au niveau administratif, on leur annonce tardivement que cette scolarisation en milieu ordinaire ne pourra être aidée, compensée qu'à 50%, et que les 50 autres % du temps, il faut que monsieur et madame gèrent leur enfant. Et en fait, la conclusion de cette histoire, quand monsieur vient me voir, c'est qu'il a sollicité un arrêt de travail qui dure depuis déjà plusieurs semaines parce qu'il n'avait aucune autre solution pour pouvoir s'occuper de son fils. Envisager une solution d'accueil extérieur, ça s'anticipe, avec les délais qu'on connaît aussi de prise en charge de structure et une réalité, une tension globale sur les établissements d'accueil, et faire venir quelqu'un au domicile, une aide à domicile, ok, sauf qu'il y a un coût important, avec des aides possibles, mais qui ne compensera jamais le besoin. Il y a un coût important, et en plus, encore faut-il que le personnel qui vient soit formé à s'occuper d'un enfant avec des troubles du spectre autistique. Donc voilà, donc comment va-t-il? Ce papa, il allait très mal quand je l'ai rencontré, il était très anxieux, avec des problèmes de sommeil, et surtout une peine immense à ne plus réussir aussi à envisager l'avenir de son fils, son épanouissement, puisque couper 50% du temps de relations avec d'autres enfants, avec l'éducation. Voilà. Donc effectivement, on ne peut pas faire de généralité, n'empêche qu'il y a certaines situations qui sont difficiles. Et on voit ces chiffres-là, 58% des salariés aidants sont en difficulté physique et morale, 57% déclarent que leur situation impacte leur équilibre de vie. Vous parlez d'adaptation et de stress, hein, c'est des situations qui changent du jour au lendemain très rapidement aussi, donc ça c'est très stressant pour se projeter. Et puis 39% des salariés qui pensent que leur situation a été un obstacle à leur progression de carrière, effectivement, de par leur disponibilité et leurs absences, que les entreprises doivent aussi apprendre à gérer. Et puis il parlait aussi de la légitimité par rapport à son employeur, son positionnement, la légitimité d'être en arrêt de travail, et comment justifier à son employeur, comment justifier ça, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on explique. Donc c'est l'attitude plutôt de se taire, de fuir, de s'isoler. Tout à fait. C'est ça, je disais, quelles sont les phrases qui reviennent souvent dans leurs témoignages à tous? Vous en avez en tête? C'est un petit peu toutes les phrases qu'on a évoquées depuis le départ. Je ne sais pas si... peut-être que des situations sont pires que la mienne. Et puis, alors oui, je suis fatiguée, mais ça va quand même. Et je vais y arriver. Et puis, alors à la question, est-ce que vous en avez parlé autour de vous? Non, mais et à votre employeur? Non, mais je n'ai pas osé. Enfin voilà, on est vraiment dans ce genre de discours. Est-ce qu'il y a des aidants qui sont plus aidants que les autres? Est-ce qu'il y a des degrés d'aidance et donc des degrés un peu de difficulté plus importants? Alors, il n'y a pas d'aidants plus aidants que les autres. On ne peut pas faire de hiérarchie entre les aidants. Encore une fois, chaque personne est différente. Et on ne va pas forcément vivre plus mal le rôle d'aidant si on y passe plus d'heures qu'un autre. C'est-à-dire que ça va dépendre vraiment de la façon dont on va vivre les choses, de la capacité à prendre du recul. Il y a des personnes qui ne vont intervenir de façon effective qu'une fois par semaine auprès de leurs proches, mais pour autant, ils vont avoir une charge mentale, un stress, des effets psychologiques vraiment très très lourds. Par exemple, quand on doit s'occuper d'un parent qui a été maltraitant, qu'on doit prendre des décisions pour son parent alors qu'on ne sait pas si c'est la bonne chose à faire, quand on doit observer de façon impuissante la dégradation d'un proche, ça peut être très lourd psychologiquement. Et pour autant, concrètement, c'est une personne qui va peut-être passer moins d'heures qu'une autre, qui va être sur le pont tous les jours et qui va le vivre beaucoup mieux. On est tous vraiment dans des... On a des ressources vraiment très différentes les uns par rapport aux autres, et donc c'est important de pouvoir vraiment s'intéresser aux difficultés singulières de chaque personne. Et encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie à faire, et le message à faire passer, c'est vraiment ça. Même si on a l'impression d'être un petit aidant, et ben c'est faux. On a tout autant le droit
de se faire accompagner, de se faire aider, de le faire reconnaître. Et toutes les généralités bêtes qu'on a dit sur tout le monde, d'accord? Chaque cas est bien particulier, effectivement, hein, c'est ça, hein, on peut rajouter ça. Oui, tout à fait. Et puis, il y a aussi les histoires de vie et la culture aussi. Dans certaines cultures, on s'occupe de son proche, on ne le place pas, ou alors on ne le confie pas à quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas pour autant que c'est mieux vécu. Voilà. Et donc effectivement, très souvent, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils nous disent oui, mais moi, bon, je suis pas trop aidant par rapport à ma voisine. Et si, en fait, vous êtes aidant, et c'est tout de suite ce qu'on leur dit. Il n'y a pas de hiérarchie dans cette situation-là. C'est en tout cas, la manière dont on le vit est fortement influencée, voilà, par les histoires de vie, les ressources dont on dispose à ce moment-là, l'environnement, la culture, tout ça. Voilà. Pas de petits, pas de grands aidants. Corinne Raviard, on s'arrête sur cette idée? Complètement, ouais. Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec ça. Bon, merci beaucoup à toutes les trois. Je crois que là, le tableau est bien dressé. Merci beaucoup. Je m'excuse non, je m'excuse après coup pour vous qui êtes dans la salle et qui êtes aidants, puis qui vous êtes peut dit oui, mais elle est en train de parler de moi. Elles sont en train de parler de moi avec un détachement. Elles ne savent pas forcément ce que c'est mon quotidien. Je ne sais pas si des choses on peut vous choquer ou si ça correspond bien à ce que vous avez vécu. Elles restent encore avec nous. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez intervenir? Peut-être faire une réflexion par rapport à ce qu'on a dit? Oui, on va vous apporter un micro. Et si vous voulez bien vous présenter, et votre prénom, votre nom si vous voulez, ici. C'est pas facile de parler d'un sujet qu'on ne vit pas soi-même. Hein, bonjour. Bonjour. On m'entend? Oui, c'est bon. Enchanté, moi, donc merci beaucoup pour ces interventions. Donc, je me présente Donovan Durand, je suis responsable qualité, sécurité, environnement pour la société Envie. Donc en fait, je me suis intéressé de par mon métier et pour un cas personnel aussi, puisque on a eu malheureusement un décès dans la famille. J'ai perdu ma maman qui a eu la maladie de Charcot, donc qui est décédée en début d'année. Et en fait, ma question portait sur l'après. C'est-à-dire, on a parlé beaucoup des aidants sur comment vivre la maladie, comment aider la personne, mais la question porte sur l'après, c'est-à-dire est-ce que, de par votre expérience, il y a un suivi qui peut être fait pour les personnes qui ont perdu un proche et comment on peut anticiper en tant qu'employeur, en tant que personne, comme famille, ou est-ce que vous avez des retours sur ce sujet-là? Et comment, en tant qu'employeur, on peut accompagner une personne qui a perdu un proche sur le contre-coup? Voilà quoi. Et le vide aussi, peut-être, qui peut s'installer après cette période très intense, très chargée et très triste. Alors, il y a des associations qui peuvent accompagner, qui sont spécialisées sur les questions du deuil. Je pense que dans le deuil, il y a aussi un travail de connaissance à faire par rapport à ce processus qui est naturel. Ça prend du temps et la société n'est peut-être pas encore suffisamment au clair avec le temps du deuil. Au bout de quelques mois, on a l'impression que c'est terminé. L'entourage peut-être va un petit peu se désintéresser de ces questions-là, mais effectivement, ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années. Donc il y a des associations qui existent pour pouvoir justement échanger sur les difficultés liées au deuil. Si vous voulez, on pourra vous communiquer les coordonnées. Et quelle attitude on pourrait conseiller en entreprise, c'est ça en quelque sorte, Quelle attitude? Je pense qu'effectivement, alors une des choses que vous pouvez faire, c'est déjà d'avoir ces informations-là et de pouvoir les donner et de les transmettre. Et je crois que c'est vraiment ça avant tout. Charge à la personne après de voir si effectivement elle se sent de faire cette démarche ou pas. Donc voilà, mais déjà transmettre les informations de ce qui existe et de pouvoir l'orienter, c'est déjà beaucoup. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, après, je voulais aussi insister sur le fait que dans certaines situations, le travail, quand il y a un deuil,
est une vraie ressource, en fait. Et qu'on peut avoir besoin d'être sur son lieu de travail, avoir besoin d'être avec ses collègues, indépendant, enfin, voilà, pour affronter en fait voilà, la situation. Donc c'est peut-être aussi mettre en place dans les entreprises, je ne sais pas, une écoute particulière par rapport à ça, peut-être une adaptation de poste, mais aussi entendre finalement, écouter le salarié qui est dans cette situation-là et lui demander de quoi il a besoin aussi. À ce moment-là, au niveau professionnel. C'est vrai qu'on peut venir au travail aussi pour se changer les idées, hein, penser à autre chose, faire autre chose de sa vie. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait intervenir et interpeller cette première table ronde dans l'après-midi? Non? Ah, madame. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Maria Richard, secrétaire générale adjointe de l'Union territoriale des retraités de Meurthe-et-Moselle. Alors tout à l'heure, j'entendais dans les interventions qu'il n'y a pas de petits ou de grands aidants. Par contre, ma question, c'est est-ce qu'il y a, ou alors est-ce qu'on gère de la même façon un aidant, entre parenthèses, aisé, un aidant modeste, ou un aidant qui est en grande difficulté, en précarité, ou voilà. Comment vous gérez ces situations-là? C'est vrai qu'on a évoqué les ressources tout à l'heure. Je voulais vous interpeller, c'est des ressources financières. Oui. Alors, effectivement, sur ces questions-là, très clairement, un aidant qui va être aisé, on peut être amené à l'orienter vers des solutions, vers un accueil, un type d'accueil qui va peut-être être plus onéreux parce qu'on sait que ça va peut-être aller plus rapidement ou que voilà, on va vraiment adapter. Après, un aidant qui est en difficulté financière, et ben, notre travail, c'est aussi de faire des recherches d'aide financière pour l'aider et pour actionner les bons leviers. Les entreprises aussi sont justement peuvent proposer des dispositions, débloquer des aides financières spécifiques pour financer de l'aide à domicile très rapidement ou d'autres services. Est-ce que l'aisance financière allège un petit peu la charge? Non, alors c'est ce que je voulais rajouter, c'est-à-dire que quand on parle de ressources, on ne parle pas que de ressources financières. Bien évidemment, on parle aussi de ressources dans l'environnement. Quand on est une grande famille, par exemple, soudée, et qu'on peut compter les uns sur les autres, c'est plus facile de trouver des relais, etc., etc. Donc c'est bien évidemment, et qu'on soit un aidant aisé ou un aidant avec des besoins, l'aspect psychologique, ça ne change rien sur la charge mentale et la lourdeur de ce que ça peut comporter. Allez, Claire Guiton, un dernier petit mot pour répondre. Oui, après je pense que quand on n'a pas le souci financier, c'est évident que ça va quand même beaucoup alléger les choses parce que ça laisse le choix à l'aidant de pouvoir mettre en place des dispositifs qu'il souhaite. Et quand on a le choix, ça change tout. Ça change énormément de choses. Eh ben, merci à vous trois, on les applaudit. Merci à vous pour vos questions. Ça va? Ça s'est bien passé? Bon, c'est parfait.